Jérôme Cotalorda de Montpellier, qui va nous faire le point sur la maladie exostosante en 2014. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers confrères, donc je vais vous parler de la maladie exostosante en me focalisant sur 4 points pour lesquels il n'y a pas actuellement de consensus. Alors très rapidement, la maladie des exostoses multiples, c'est une maladie de transmission autosomique dominante avec une mutation sur les gènes suppresseurs de tumeurs EXT, et on a eu beaucoup d'espoir sur la génétique, puisque bon, quand il y avait une atteinte sur le chromosome 8, il y avait des formes plus sévères, et on espérait que ça permettrait, la génétique, de prévoir un petit peu quelle allait être l'évolution, en particulier sur la dégénérescence, et vous verrez que c'est malheureusement pas le cas. Alors, il peut y avoir de très nombreuses exostoses, jusqu'à 1 millier de localisations variées. Vous voyez par exemple en bas à gauche, cet enfant avait une toux chronique avec une image radiologique qui était suspecte, et le scanner a montré qu'il y avait une exostose qui poussait à l'intérieur du poumon. Il y a eu des exostoses qui ont été décrites qui poussaient aussi au niveau du péricarde. La prévalence, elle est de 1 pour 50 000, et il y a de nombreuses complications orthopédiques qui vont être le sujet de cette présentation, et bien entendu un risque de dégénérescence sarcomateuse sur lequel on va revenir. Bon, l'aspect clinique, il est facile, il n'y a pas de difficulté diagnostique, d'autant plus que c'est une maladie autosomique dominante dont les gens arrivent à la consultation en vous disant « j'ai moi-même une maladie d'exostose multiple et je viens pour faire suivre mes enfants », sinon vous avez cet aspect caractéristique avec les exostoses que l'on voit sous la peau. Alors c'est une tumeur qui est métaphysaire en ossification encondrale. Donc au départ, en particulier chez l'enfant, vous voyez quand on aborde, c'est tout blanc, donc c'est très cartilagineux. Et puis petit à petit, ça va s'ossifier. Là, c'est en partie ossifié, autrement on n'aurait pas d'image radiologique. Et normalement, à l'âge adulte, la coiffe cartilagineuse est extrêmement fine. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est un enfant, il avait une radio tout à fait normale, pour autant, il y avait une tuméfaction, et quand on opère, on voit que cette exostose costale, elle est entièrement cartilagineuse, et on sait qu'à l'âge adulte, quand la coiffe cartilagineuse grossit, et en particulier s'il est au-dessus de 2 cm, c'est un signe de dégénérescence sarcomateuse. Alors, on va s'intéresser à 4 points particuliers, en commençant par les déformation de l'avant-bras. Vous voyez qu'elle touche dans 30 à 60% des cas avec, vous voyez, les ectostoses, c'est des harmonies de croissance, avec très souvent le radius qui est plus long que l'ulna, les arcuatures radiales, et puis évolution progressive vers des mains-bottes ulnaires, des translocations ulnaires du carpe, et comme vous voyez à droite, on peut avoir une luxation de tête radiale qui n'est pas constante. Alors là, on voit très bien sur cette reconstruction qu'on a une tête radiale qui est en train de se luxer. Et la problématique que l'on a souvent, c'est un aspect cosmétique qui est vraiment très inesthétique, qui est à peu près bien toléré quand ils sont petits, mais beaucoup moins quand l'enfant grandit, en particulier en période d'adolescence. Alors, il y a de très nombreuses classifications. J'ai pris celles-là. Elles peuvent aider en termes pronostiques. Il est évident que quand vous voyez le type 2A avec cette exostose qui va excentrer le radius, ça peut être une indication, bien entendu, d'aller enlever cette exostose avant qu'on ait une luxation de la tête radiale. Alors, le principe de traitement communément admis, c'est d'essayer de redonner une anatomie normale. On va voir que c'est pas aussi simple que ça, en allongeant par exemple l'ulna ou en essayant de rééquilibrer l'angulation au niveau du carpe. Alors, dans toutes les interventions qui sont proposées, classiquement, vous avez l'ablation des exostoses, plus ou moins l'allongement de l'ulna, pour essayer, on va y revenir, de donner une anatomie normale. Et puis, quand vous avez une inclinaison, par exemple, du radius, s'il y a de la croissance, une hémiépiphysiodèse. S'il n'y a plus de croissance, on peut le faire par l'intermédiaire d'une ostotomie de réaxation, plus ou moins des gestes associés. Dans le cas particulier, il y avait eu une ostotomie de l'ulna parce que l'articulation n'était pas dans le bon sens, et plus ou moins un geste sur la tête radiale qui reste là extrêmement discuté, puisqu'on sait que si vous avez une tête radiale qui est luxée, que vous la remettez en place, on va se retrouver avec des douleurs et une raideur. Donc c'est actuellement plutôt déconseillé. Alors quand vous voyez ces 2 radios avant le début de au moment de l'allongement et en fin d'allongement, et qu'on regarde la position de l'ulna, en particulier en distal, on a effectivement redonné une anatomie qui est beaucoup plus satisfaisante. Alors, ces allongements se font soit en extemporané, mais il faut vraiment qu'il y ait un petit allongement, soit par des fixateurs externes qui soient monolatérales ou circulaires.
Alors, on se rend compte quand même, quand on fait une revue de la littérature, qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet, qu'il y a une controverse avec, vous voyez, toutes les questions qui sont posées. Je réponds à toutes les questions dans le papier, mais là, sur la présentation, je vais me concentrer sur le dernier. Est-ce qu'il y a un intérêt, finalement, à opérer ces enfants ? Alors autant il y a quelques années, quand on prend la littérature, il n'y avait aucun doute, c'était bien solide comme cette route, hein. C'était évident, il fallait faire un allongement de l'ulna, il fallait redonner une anatomie normale, et quand on regarde les papiers récents, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou, et que la chirurgie, vous allez voir, va être remise en cause. Alors qu'est-ce qui a fait cette évolution ? C'est un certain nombre de publications, quand on revoit les patients opérés à long terme, et quand on revoit ceux qui n'ont pas été opérés. Alors, le premier travail, c'est celui d'Akita, vous voyez, sur les long term results. Donc là, recul moyen de 13 ans. Il y a eu des allongements de l'ulna, l'ostotomie, ce que je vous ai présenté, les interventions classiques. Et finalement, les auteurs concluent que ça n'a pas été bénéfique. Et une notion extrêmement importante qu'on retrouve pratiquement dans toutes les publications, c'est-à-dire que les mobilités articulaires ne sont pas corrélées aux paramètres radiologiques. Vous allez avoir une très belle radio en fin d'allongement ou en fin de correction. C'est pas pour ça que vous aurez une bonne fonction, c'est quelque chose qui est totalement indépendant. Et Akita disait attention à la chirurgie, pas de chirurgie, ou alors une chirurgie à minima. La chirurgie à minima étant l'ablation simple des exostoses, qui, d'après eux, améliore la pronosupination, qui est finalement ce qui gêne le plus à l'âge adulte, et l'effet cosmétique. Et ils se rendent compte aussi que quand le résultat chirurgical n'est pas très satisfaisant, avec des corrections qui ne sont pas merveilleuses, finalement, dans la vie courante, les gens sont assez peu gênés. Et leur conclusion, c'est que chirurgie, oui, pourquoi pas, mais elle va être essentiellement quand même à visée esthétique. Alors le deuxième travail, c'est le travail de 2012, vous voyez, donc c'est un travail parisien. Là, ils ont regardé les patients opérés à maturité osseuse. Alors finalement, ils se rendent compte qu'on a amélioré les mobilités sagittales du poignet, mais finalement, c'était assez peu gênant. On a amélioré la déviation frontale du poignet, mais ça ne gêne pas du tout dans la vie courante. Et la seule chose qui était vraiment utile, qui va être gênant à l'âge adulte, c'est la limitation de la pronosupination. Et la chirurgie, finalement, n'a pas été efficace là-dessus. Et là aussi, leur conclusion, c'est que le gain chirurgical, ou en tout cas la chirurgie, se justifie essentiellement pour un problème cosmétique. Et puis vous avez un travail qui est très important de Nonan, on y reviendra parce qu'il l'a fait aussi pour les chevilles, vous verrez tout à l'heure. Lui, il s'est intéressé aux patients non opérés, avec un âge moyen, vous voyez, il a revu les patients, ils avaient un âge moyen de 42 ans, donc un certain recul. Et qu'est-ce qu'il se rend compte ? Que finalement, quand on leur demande est-ce qu'ils ont été gênés pour choisir un métier ou pour dans leur vie courante, 87% disent non. Ils font du sport, 67%, qui est à peu près la moyenne des gens de cet âge-là. Assez peu de douleur, et on retrouve toujours la même problématique, c'est que finalement, ce qui les gêne le plus, c'est l'aspect cosmétique. Alors finalement, si on veut faire le point aujourd'hui, on se rend compte que la chirurgie, en tout cas la place de la chirurgie avec une chirurgie importante, des allongements et tout, de l'ulna, reste de plus en plus discutée. Pourquoi ? Parce que les résultats sont finalement, si on regarde bien, à peu près identiques à l'évolution naturelle, et que quand il y a des déformations, qu'elles soient parce que le patient n'a pas été traité quand il était jeune, ou qu'elles soient secondaires à un mauvais résultat chirurgical, finalement, les déformations ne gênent pas tant que ça à l'âge adulte. On retient la notion de l'absence de corrélation radioclinique, ça je crois que c'est extrêmement important. Donc, plusieurs papiers actuellement disent finalement, si on doit faire une chirurgie, faisons-la à minima, on enlève l'exostose, on augmente un peu la pronosupination, on améliore l'aspect cosmétique, mais en tout cas la chirurgie classique telle qu'on la faisait sur l'allongement de l'ulna devient, en tout cas dans la littérature, de plus en plus discutée. Alors la deuxième problématique, c'est la problématique sur les déformations des chevilles, qui sont aussi un classique dans la maladie d'exostose multiple. Alors là, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut enlever les grosses exostoses intertibiofibulaires. On peut laisser les petites, mais en tout cas, dès qu'elles entraînent des déformations, comme vous voyez ici, au niveau de la fibula, bon, c'est indispensable, bon, à plus forte raison sur cette déformation, même si l'articulation de la cheville n'est pas vraiment touchée. Un des problèmes de la cheville, c'est les chevilles avec un gros valgus, en sachant que dans la maladie d'exostose multiple, vous avez un génuvalgum, vous le voyez très bien, là vous avez effectivement un interligne qui est oblique, mais en cause d'un génuvalgum. Donc la logique, c'est d'aller traiter le génuvalgum au niveau du genou. Mais vous avez d'authentiques valgus de la cheville, dans à peu près 50% des cas,
avec là aussi, de la même manière qu'on avait une disharmonie de croissance entre le radius et l'ulna, vous avez une disharmonie de croissance entre le tibia et la fibula. Alors là, si on reprend la série de Nonan, vous savez, celui qui avait revu les patients à un âge moyen de 42 ans pour les avant-bras, il les a revus dans un autre papier au niveau des extrémités inférieures, et là, ces conclusions sont totalement différentes. Hein. C'est-à-dire que ces patients, ils ont une douleur pour la marche au-dessus de 1500 mètres dans 50% des cas, ce qui est assez important, des diminutions des mobilités articulaires, et il a un recul à 42 ans, il a déjà à peu près 20% d'arthrose, avec probablement, c'est lui-même qui le dit dans son papier, si on voyait les patients avec plus de recul, probablement une arthrose plus importante. Donc autant il disait sur les avant-bras, soyez très prudents, faut-il vraiment les opérer, on peut se poser la question, autant là il défend un traitement chirurgical préventif sur les déformations de la cheville. En sachant que, bon, pour les corriger, si vous avez de la croissance, on peut mettre une vis d'épiphysiodèse, parce que là, plusieurs papiers montrent que quand vous avez un valgus, par exemple, qui est au-dessus de 20 degrés, vous avez quasiment la certitude d'avoir des signes arthrosiques avant l'âge de 40 ans, vous voyez, donc c'est quand même une problématique qu'il faut essayer de régler. Un point à préciser, c'est qu'il faut les opérer très tôt. Hein. Globalement, si on veut corriger, il faut souvent le faire à partir de l'âge de 10 ans. Quand on opère tard, on a des difficultés à corriger ce valgus. Et dans les papiers, on retrouve aussi que chaque fois qu'on enlève la vis, s'il reste encore de la croissance, on va avoir une récidive. Alors, bon, on peut utiliser une vis, on peut utiliser aussi une plaque en 8, hein, c'est une possibilité. Voire, si vous n'avez plus de croissance, une ostotomie correctrice supramalléolaire. Alors, il y a un papier récent, là, puisqu'il vient de sortir en novembre 2014. Vous voyez que là, vous avez deux formes totalement différentes. Ici, vous avez un valgus qui est en train d'être corrigé par la plaque d'épiphysiodèse. Mais si vous regardez bien, finalement, le talus, il est bien tenu dans la mortaise. Alors que ici, vous avez de toute évidence ce que ces auteurs appellent une instabilité translationnelle du talus. Alors là, c'est évident à ce niveau-là. Hein, vous voyez que vous avez une instabilité qui va être très importante. Alors ça a une conséquence thérapeutique, c'est que si vous faites, comme on a souvent l'habitude de le faire, une épiphysiodèse, une hémi-épiphysiodèse là, pour essayer de corriger cette interligne oblique, plus vous allez avoir cette partie-là qui va descendre, donc automatiquement le talus aussi, mais il sera de moins en moins tenu dans la mortaise et en particulier au niveau de la fibula. Donc attention de bien regarder dans quel type de déformation on est, mais si on a une fibula très courte, il faut surtout ne pas hésiter à l'allonger pour éviter de se retrouver avec une instabilité du talus. Le troisième point, c'est les exostoses intracanalaires. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé mon internat, l'exostose intracanalaire, personne n'en parlait, c'était quelque chose de rarissime. J'allais dire, c'était un peu du domaine du case report. Et quand on regarde des travaux qui sont faits, c'est vrai, pas par des pédiatres, mais par des adultes, vous voyez que finalement, ils ont regardé dans cette série de 44 patients, leurs patients, ils ont fait faire une IRM systématique à tout le monde. Et alors, on se rend compte que là, par contre, le taux d'exostose intracanalaire, que l'on pensait finalement assez peu important, il est quand même de près de 70%, essentiellement localisé sur le rachis cervical en C2 et souvent découvert, en tout cas, là c'est difficile de le dire, c'est un examen systématique, mais la majorité sont découvertes à l'âge adulte avec quand même 27% qui ont un contact avec une structure neurologique. Alors, le dépistage, est-ce que la radio a un intérêt ? Dans cette série, ils montrent qu'ils ont fait des radios et que finalement, on n'a jamais diagnostiquer une exostose intracanalaire sur une radio, donc scanner avec le problème de l'irradiation ou plus facilement évidemment l'IRM, en sachant qu'actuellement on propose un dépistage souvent vers l'âge de 10 ans par IRM. Alors, ça a d'autant plus d'intérêt que toutes les publications là sont unanimes pour dire que l'évolution, si on enlève une exostose avant qu'il y ait des signes neurologiques, ou même quand il y a des signes neurologiques débutantes, l'évolution va être favorable après l'ablation de l'exostose. Le but est d'éviter d'arriver à ce tableau un peu cataclysmique que m'avait passé Rémi Colère, où vous voyez une exostose extrêmement volumineuse avec des troubles neurologiques. Quand vous voyez la taille de l'exostose et surtout ce qui reste au niveau du canal, vous n'êtes pas surpris. Actuellement, les centres de référence recommandent, dans le cadre des maladies d'exostose multiples, de faire une IRM du rachis systématique à l'âge de 10 ans. Et je dois reconnaître que depuis qu'on le fait, on en trouve un certain nombre qui sont asymptomatiques, mais il y en a quand même. Le dernier point, c'est le point sur les transformations malignes.
en sachant que le risque de dégénérescence dans la littérature, vous voyez, il est extrêmement variable, 0,5 à 25%. Pourquoi? Parce que si vous me demandez combien j'ai vu de transformation maligne, en tant que pédiatre, je vais vous répondre 0. Si vous allez au centre anticancéreux, vous leur demandez combien ils ont vu de transformation d'exostose qui ont une transformation maligne, ils vont vous répondre 100%. Hein. Et en plus vous les prenez âgés, plus vous avez un risque d'avoir une transformation, puisque, en gros, 60%, vous voyez, se transforme entre 30 et 50 ans. La transformation chez l'enfant est tout à fait exceptionnelle et actuellement, il y a plusieurs papiers qui sont sortis, mais on admet que le risque de transformation est de 1 à 2%. Alors, il y a quand même une information qui est importante à donner en tant que pédiatre, en particulier quand on va quitter ses enfants. J'ai plus que 2 diapos, c'est fini. Hein. Quand on va quitter ses enfants pour les confier à l'âge adulte, et c'est que toute modification de taille ou, à plus forte raison, l'apparition d'une douleur à l'âge adulte doit amener le patient à consulter. En sachant que dans cette étude, vous voyez 107 cas sur des chondrosarcomes secondaires à la maladie d'exostose multiple, il y a surtout une atteinte du squelette axial. Donc il faut faire une surveillance clinique, délocalisation profonde, ça va être quasiment impossible en clinique et pas toujours facile au niveau de la radio. La scintigraphie est utile parce que si vous avez une hyperfixation, c'est toujours pathologique. Et l'IRM, puisqu'on sait que quand vous avez une coiffe cartilagineuse qui est au-dessus de 2 cm chez un adulte, vous avez une transformation en chondrosarcome. Cette étude a montré qu'il n'y avait pas de groupe à risque, alors qu'on avait espéré beaucoup sur les chromosomes 8 en particulier, en se disant peut-être qu'ils ont plus de risques que les autres. Hein. Et le dépistage, oui, probablement il faut faire un dépistage, tant plus que si on regarde, le risque de transformation maligne d'un chondrosarcome est à peu près équivalent à celui du cancer du sein, pour lequel vous avez un dépistage. Bien entendu, pas de résection systématique des exostoses, il y en a trop, et de toute façon, il y a un taux de complication qui n'est pas négligeable, puisqu'il est de l'ordre de 17% dans les résections d'exostose. Je vous remercie. Merci de ton commentaire, Pierre Lascon. Merci Jérôme pour ce survol, parce que c'est une maladie complexe qui demande bien entendu beaucoup plus de temps. Alors pour simplifier, je pense que sur le plan orthopédique, c'est une maladie du zygopode. Le zygopode, vous savez, c'est ce segment à 2 os, que ce soit l'avant-bras ou la jambe, comme tu l'as clairement dit, tout simplement parce qu'il y a cette disharmonie de croissance. Et moi, je suis quand même un petit peu perplexe avec la littérature, qui est un véritable fourre-tout. Parce que quand on nous dit qu'il y a 60% qui n'ont pas de problème, bah, ça veut dire qu'il y a 40% qui ont des problèmes. Et si on va décanter qui a des problèmes, eh ben on se rend compte que vous avez des maladies exostosantes avec des tout petites exostoses de rien du tout qui ne posent pas de problème, et puis d'autres qui sont gravissimes. Et le vrai problème, c'est de les diagnostiquer tôt et de s'engager dans un programme de surveillance. Et bien entendu, on ne peut pas leur faire des radiographies tous les jours. Donc les programmes EOS, c'est évident qu'il faut leur faire de façon annuelle de la low irradiation. Et il faut mesurer les deltas. Les deltas de croissance, radius ulna ou tibia fibula. Et on se rend compte que quand on a ce delta, normalement, on a la chance d'avoir ces 2 os qui grandissent de façon harmonieuse. Quand à un moment donné, il y a une différence significative, on sait qu'on va aller au-devant des problèmes. Et on sait très bien que si on laisse évoluer une différence de croissance ulna-radius, on va aboutir à une luxation de la tête radiale. Et comme tu l'as dit justement, rattraper une luxation de la tête radiale, ça ne se rattrape pas. On la met vaguement en face du capitulum, mais de toute façon, les amplitudes articulaires ne vont pas changer. Et grâce à nos techniques actuelles de modulation de croissance, que ce soit une vis ou une plaque à cheval sur une FISE, que l'on va même pouvoir enlever quand on a corrigé ça, je pense qu'on doit rentrer dans une ère différente qui n'est pas de qu'est-ce qu'il faut faire face à des patients qui ont quelque chose, mais comment les surveiller et comment faire des traitements préventifs de dégradation articulaire, car comme tu l'as dit, en particulier au niveau de la cheville, ça peut être redoutable. Maintenant, j'aurais une question à te poser, je te l'ai dit tout à l'heure, la transformation maligne, ça fait peur, et bien évidemment, quand on a ces patients et que les parents nous posent cette question, qu'est-ce qu'on leur dit ? Attendez qu'ils aient mal et puis vous irez voir un de nos confrères qui leur fera un bilan, ou est-ce qu'on a un moyen quand même de dire tous les 5 ans il faut faire je ne sais pas quoi? Alors déjà la situation a changé parce qu'il y a Internet, donc actuellement tous les enfants, ou tous les parents en tout cas ont regardé sur Internet, donc ont déjà la notion de la transformation maligne, donc c'est un sujet qui est finalement peut-être plus facile à aborder maintenant qu'à l'époque.
C'est très difficile. L'immense majorité, ils peuvent se transformer à n'importe quel âge, il y a même transformation chez les enfants, mais quand même, il y a des signes cliniques, en particulier d'augmentation de volume. Alors là où ça devient très difficile, vous savez très bien, c'est que si vous avez, c'est sur le squelette axial, si vous avez une omoplate qui est touchée, la surveillance d'une exostose sur une omoplate, c'est franchement difficile. S'il y a pas... C'est tout. Moi, c'est ce qu'on faisait, j'avais toujours appris ça à tous mes élèves. Les exostoses sur le tronc, on les enlève. Bassin, omoplate, c'est facile à enlever, comme tu le sais. Mais pendant l'enfance, exostose sur le squelette, côte, omoplate, bassin. Enfin, le bassin, dans les localisations, c'est pas toujours facile. Mais enfin bon. Oh, si, c'est pas difficile. Alors bon, c'est vrai que dans la littérature, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que bon, mais parce qu'il y a 17% de taux de complications sur la patient d'exostose. Ceci dit, il vaut mieux avoir 17 complications avec un hématome que de se retrouver avec un chondrosarcome. Je pense que là, ça se discute Pour pas. moi, c'était clair. Hein. Et d'ailleurs, tu l'as très bien montré. C'était clair, tu l'as très bien montré sur un diapo. 80% sur le squelette axial. Donc, conclusion. T'as un machin, tu préviens la famille, vous savez, il va falloir que je l'enlever. Alors on peut attendre un peu, puis quand ça se présente bien, toc, tu l'enlèves, c'est tout. Mais non, mais on se pose des tas de questions, etc. C'est simple. Tu lui apportes la réponse. Tu l'as apporté noir sur blanc sur ta diapo. Philippe Vicard, une question. C'est tout à fait mon avis. Une question, Philippe. Merci, c'est pas une question, c'est une petite précision. C'est vrai que, enfin, il faut pas les faire vivre non plus dans le cauchemar à venir du chondrosarcome, parce que c'est vrai que c'est quand même 1 à 2% des cas, et puis c'est toujours des chondrosarcomes de grade 1, c'est-à-dire que c'est des chondrosarcomes Oui, le bon pronostic. de qualité locale, qui vont très bien après XRS, qui n'ont pas de métastase. C'est complètement différent de la maladie d'Ollier, où eux, c'est des grades 3 à chaque fois, et puis c'est dans 60% des cas qui font un chondrosarcome, quoi, enfin 40 à 60. Voilà. Oui, dans le papier, je le précise, le pourcentage, effectivement, s'il y a une chirurgie complète, est excellent. Enfin, le résultat est excellent dans l'ablation des chondrosarcomes sur exostose multiple. Jacques Caton. Oui, pour avoir pratiqué un nombre relatif d'allongement du cubitus dans la maladie exostosante, moi j'étais resté sur la notion, et j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire le différentiel de croissance. Dès qu'on obtenait un différentiel de croissance de 3 cm entre le radius et le cubitus, moi je proposais un allongement du cubitus, parce qu'à 3 cm, on savait que la tête radiale allait se luxer. Alors est-ce que ceci est toujours valable? Et deuxièmement, en ce qui concerne l'arrivée à maturité osseuse des patients qui ont une luxation invétérée malgré l'allongement qu'on n'a pas pu corriger complètement, la résection de la tête radiale à maturité osseuse améliorait l'aspect cosmétique et était un bon complément du traitement et améliorait aussi la pronosupination. Parce que l'allongement du cubitus, effectivement, ne changeait pas le volant de pronosupination, mais il changeait la position, enfin, mettez l'avant-bras dans une position plus favorable à des gestes, malgré une pronosupination limitée. Voilà. C'est l'expérience que j'en avais. Alors, personnellement, moi, j'ai fait un certain nombre d'allongements de l'ulna, jusqu'à encore récemment. C'est vrai que, bon, on avait déjà analysé en bibliographie certains articles qui remettaient en doute l'intérêt de cette intervention. Moi, je vais être très franc avec vous, mais bon, j'ai pas l'expérience ni la revue de la littérature. J'avais l'impression plutôt que les résultats étaient plutôt satisfaisants sur les allongements d'ulna. C'est vrai que je suis un peu interpellé quand même quand finalement la revue de la littérature dit oui, ils sont peut-être pas mauvais, mais finalement que vous les ayez opérés ou pas, ça change pas grand-chose. Ça change quand même en partie l'aspect cosmétique, parce que l'aspect cosmétique d'une même botte ulnaire, c'est quand même... Mais je pense qu'effectivement, le différentiel de croissance est extrêmement important. La seconde question, c'était sur la résection de la tête radiale en fin de croissance. Alors, bon, là... Le problème de la résection de tête radiale, en fait, une fois la croissance est terminée, il y a une luxation invétérée qui peut être douloureuse ou inesthétique et qui gêne la pronosupination. Pour avoir fait quelques résections de tête radiale chez ces patients suivis à l'âge adulte, on a l'impression qu'on améliore la situation. Alors là, comme on avait une expérience infantile, adulte que j'ai pas, là, je vous fais confiance, mais je pense qu'effectivement, ça, de toute façon, sur une luxation de la tête radiale invétérée, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions actuellement.
Jérôme, je te remercie. Ceci conclut la séance pédiatrique. Je voulais remercier les orateurs et les participants. Merci pour vos questions nombreuses. C'était une séance très riche à mon sens. Merci à vous pour nous avoir accueillis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Permettez-moi de dire un mot pour remercier les organisateurs de cette séance, Rémi Colère et Jean Dubousset, qui nous ont fait un programme passionnant. Et pour la dernière séance de l'année, on a été très heureux de la passer avec vous. Et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.